Et voilà, je crois que ça annonce la couleur pour ce week-end aux étangs de secours, les Master Kiro qui ont lieu pour la 9e édition. On en parle tout de suite. Nous nous retrouvons donc aux étangs de secours. Je suis avec Jean-Louis Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des services à la mairie de Secours et également organisateur du Master Kiro. Alors d'abord, expliquez-nous ce que c'est que le Master Kiro. C'est une compétition amicale d'envergure internationale puisqu'elle regroupe cette année encore 8 pays. Par équipe de 3. Donc aujourd'hui, et sur le week-end, nous accueillons 41 équipes de 8 pays européens pour la 9e édition et nous célébrerons également à cette occasion donc les 20 ans du complexe de pêche. Oui, parce que donc 2005, c'est ça 2005, oui. La mairie a récupéré ce site. Il aurait pu tomber à l'eau, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, et vous en avez fait quelque chose dédié à la pêche. On a identifié effectivement vraiment un axe de développement fort qui est le tourisme pêche au travers notamment en régie municipale de 2 plans d'eau dédiés exclusivement à la pêche de la truite arc-en-ciel à la mouche. Il a fallu du temps, les choses se sont faites par étapes sur trois tranches avec pour la commune un investissement d'environ 800 000 € hors taxe, mais aujourd'hui c'est un complexe de pêche qui finance la commune à 59%. Ce qui est un résultat incroyable. Oui, c'est complètement... c'est le genre de choses qu'on voit rarement, ce modèle-là. On se pince aujourd'hui au travers des chiffres que l'on travaille et que l'on constate. C'est un succès incroyable. Et évidemment, c'est la population et l'aménagement du territoire de Secours qui en profitent en premier lieu. Voilà. Oui, parce que pour qu'on se rende compte très concrètement, les rentrées que génère ce site avec les pêches à la journée, si j'ai bien compris, on peut prendre une carte à la journée, ça va financer des équipements communaux comme par exemple, vous me parliez de la vidéosurveillance, vidéoprotection, pardon. En 2024, la vidéoprotection, l'aménagement d'une route avec une problématique eau pluviale, un programme à 300 000 €, une nouvelle tranche d'enfouissement des réseaux, la réalisation d'une passerelle au cœur du village, la fin d'aménagement de l'aire de camping-car, avec parallèlement et depuis 2020 une baisse de la fiscalité de 10% comme les élus s'y étaient engagés. Donc incroyable. Alors pour revenir, là vous parliez des camping-cars, parce que je précise qu'il n'y a pas que du coup les espaces de pêche, il y a aussi le développement de propositions d'hébergement que vous avez mis en place. Aujourd'hui, la commune possède donc 3 lodges depuis 2017, une péniche et depuis 2024 donc une aire de camping-car pour l'accueil de 5 camping-cars. L'ensemble des réservations se font automatiquement via le site de la commune et on a énormément de pêcheurs étrangers qui viennent nous rendre visite 2, 3, 4, 5 jours par petits groupes ou au travers de clubs beaucoup plus importants. La semaine dernière, on a accueilli simultanément le club mouche de Bruxelles et le club mouche de Liège. Et ne serait-ce que pour ces deux séjours, très facile à organiser, c'est une recette pour la commune de 6 500 €. Donc une réputation qui n'est plus à faire, clairement. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette compétition amicale du Master Kiro, elle est réputée pour être une des plus belles, une des plus réussies d'Europe, c'est ça ? Il s'écrit que le Master Kiro serait la plus belle compétition amicale d'Europe. On remplit les inscriptions en 48 heures. Tout le canton, bien sûr, en bénéficie au travers des hébergements, de la restauration, de ce que nous, on achète en termes de produits pour satisfaire les pêcheurs durant ce week-end. C'est une très belle aventure humaine, et bien sûr d'abord, et puis communale, puisque c'est une réussite qui est incontestable et que l'on doit à un ensemble d'acteurs, la commune, bien sûr, le foyer rural, qui gère, c'est ça, énormément. Aujourd'hui, le foyer rural est partenaire, va gérer l'ensemble de la restauration. Depuis 4 heures ce matin, il y a 3 personnes qui s'affairent à la cuisson du cochon. Ce soir, il y aura effectivement un autre événement, un énorme feu d'artifice pour célébrer les 20 ans.
Et il y a aussi beaucoup d'investissements de bénévoles, de gens qui sont sans lien avec la pêche et sans lien avec la pêche à la mouche, mais qui prennent un plaisir infini à être parmi nous durant ce week-end. Et je précise qu'aux alentours du 18 mai, il y aura ce qu'on appelle le safari de la truite pour un peu vider les étangs, parce que je précise que la truite ne peut pas survivre au réchauffement de l'eau qui arrivera cet été. Très clairement, il y a une corrélation entre le taux d'oxygène dissous et la température de l'eau. Et donc on préfère réaliser un événement qui est d'abord un acte de gestion, ensuite un événement puisqu'on accueille des familles complètes, des groupes de pêcheurs. Cette année il y aura 267 pêcheurs et 80 sont en liste d'attente. Ah oui, donc voilà, on voit que les gens ont envie de venir. Hein. Sans aucune communication, sans promotion ni rien. Et puis c'est un acte économique puisque pour ce dernier jour de la saison, la commune va engranger une somme de 8 500 €. Ouais, voilà. Les choses sont bien rodées, le modèle fait ses preuves. Et puis on espère qu'il y aura bien sûr une suite après les élections de 2026. Voilà. J'ai une dernière question. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était donc sur ce Master Kiro, c'était en 2022, il y a 3 ans. Vous parliez de vouloir développer un axe de formation autour de la pêche. Voilà, on en est où aujourd'hui? Il existe donc au sein de la section mouche du foyer rural une activité avec un encadrant, avec une activité régulière, tous les jeudis, un samedi par mois, avec des apprentis pêcheurs, de jeunes apprentis pêcheurs, et puis de jeunes adultes ou d'adultes d'un certain âge qui viennent effectivement apprendre la discipline et qui ensuite, bien sûr, profitent des équipements. Très bien. Écoutez, merci beaucoup merci à vous. Jean-Louis Thomas d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant. On va tout de suite faire une première pause dans cette émission. Alors là, on parle de poissons qu'il faut pêcher, mais certaines fois, les poissons nous servent à faire pousser des plantes. Ça s'appelle l'aquaponie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Absolument, je connais. On regarde ce reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après. Merci à vous. Des épinards déjà bien levés, un peu plus loin des radis, des courgettes, des poivrons, mais aussi des tomates, des choux, des carottes qui poussent tous hors sol grâce au système d'aquaponie mis en place dans l'ancienne ferme de ses grands-parents à Chaumouzet par Noémie Charpentier, 33 ans, ingénieure de formation. La 3e installation seulement de ce type en France qui cette fois est entrée dans sa phase opérationnelle. Le principe, un bassin rempli en majorité de poissons du cru puisque pêché dans le réservoir de Bouzet à quelques mètres de là. L'eau est renvoyée par une pompe dans ses filtres puis dans ses bioballs. Où vont se développer donc les bactéries qui permettent de transformer les excréments des poissons en nutriments pour les légumes. Et ça marche, ou plutôt ça pousse, avec des légumes plus homogènes qu'en pleine terre. Ils ont tendance à pousser tous de la même façon et on a très peu de surprises. Après, les surprises peuvent être liées au niveau du soleil puisque j'ai fait le choix de ne pas utiliser d'éclairage artificiel. Donc je suis tributaire du soleil et de la lumière. Mais après, pour tout le reste, j'ai pas de problème de sécheresse ou autre puisque les plantes sont en permanence irriguées grâce à l'eau des poissons. Les poissons qui mangent d'ailleurs eux-mêmes des légumes produits ici à petite échelle l'année dernière, mélangés à des moules et des crevettes pour un apport carné. Le système est amorcé mais ne restera pas en l'état. Ici, il n'y a que des bacs de culture 100% de billes d'argile puisque c'est ici que je fais les semis, donc je pars des graines. Du coup, il leur faut un support pour pouvoir pousser. Mais la ferme à côté ressemblera plus à un système de radeau avec du polystyrène qui va flotter sur l'eau. Il n'y aura plus du tout ces billes, on retrouvera que de l'eau. Nous y voici dans le futur bâtiment principal qui va être aménagé dans les semaines à venir. Le financement de 300 000 € venant enfin d'être validé par les banques. Le polycarbonate va prendre place sur les 1500 mètres carrés de toit. 5 bassins vont être creusés. Les semis vont pouvoir grandir. Objectif 4 tonnes de légumes pour cette première année de production. Et l'année prochaine, ça sera 15 tonnes de légumes puisque j'aurai commencé la saison bien avant. Et les autres années encore plus puisque un système aquaponique, plus il vieillit, plus il peut produire. Donc on arrivera jusqu'à 25 tonnes de légumes. Avec une certification bio? C'est pas possible la certification bio parce qu'on est sur des bacs de culture hors sol et le hors sol est exclu du bio. Donc c'est pour ça aussi que je veux ouvrir mes portes pour montrer aux gens la façon de produire, l'harmonie entre les poissons, les légumes, l'eau partagée aussi entre les poissons et les légumes et le fait qu'on puisse pas mettre d'engrais chimiques ni de pesticides puisque ça va directement dans l'eau des poissons et les poissons ne pourraient pas le supporter. Je veux vraiment être en complète transparence par rapport à mon mode de production et rassurer les gens par rapport à ça. Des consommateurs forcément curieux, comme ce couple qui a contribué au financement participatif lancé au début de l'aventure, qui est venu prendre des nouvelles. La première production visible sera d'ailleurs hors aquaponie, juste à côté. 200 poules pondeuses vont arriver courant avril. On voit le poteau là-bas et il y en a un autre là-bas. Elles auront 1200 mètres carrés de terrain pour pâturer.
La commercialisation des œufs constituera donc la première rentrée d'argent pour Noémie. Quant aux légumes issus de l'aquaponie, ils seront en vente directe sur le site. La première récolte est espérée début juin. Des visites de ce site unique dans le Grand Est seront organisées d'ici là. Les épinards et après les salades. On se retrouve donc aux étangs de secours. Je suis cette fois avec Bertrand Jacquemin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes champion du monde de pêche à la mouche. Oui, c'est ça. J'étais champion du monde individuel et champion du monde par équipe. Donc un beau palmarès à votre actif. Oui, ça fait 30 ans de compétition quand même, donc ça commence à faire. Ouais. Vous, c'est une passion qui vous vient de tout petit Oui, parce que j'ai commencé la pêche, mais pêcher les gardons, tout ça avec mon grand-père. Ouais. Donc j'avais 3 ans, je crois, quand j'ai pris le premier poisson. Et puis j'ai découvert la pêche à la mouche quand j'avais 17 ans. Et puis là, je pêche plus qu'à la mouche et je pêche partout. Voilà. Alors rappelez-nous simplement ce que c'est que la pêche à la mouche, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais finalement, c'est quoi les subtilités de cette pêche? En fait, on utilise des imitations d'insectes sous toutes leurs formes. Soit au niveau larvaire, c'est-à-dire quand ils sont dans l'eau, soit au niveau mouche parfaite, imago, on appelle ça une mouche imago quand elle est à la surface et qu'elle vole. Et donc on peut pêcher en surface, on peut pêcher sous l'eau. Voilà, la pêche à la mouche, ce qui la caractérise, c'est qu'on pêche avec des mouches qui sont très légères, quand on pêche en sèche, et on utilise une ligne assez lourde, et en fait c'est une pêche où c'est le poids du fil qui emmène la mouche. On voit ces pêcheurs qui fouettent comme ça. Et c'est ce qui explique ce fameux mouvement. Voilà, ce mouvement de fouet, parce qu'autrement on ne peut pas envoyer une petite mouche comme ça avec le vent. Donc c'est le poids du fil qui nous permet de lancer loin. D'accord. Alors vous êtes connu notamment pour la pratique de la pêche en nymphe à vue. Alors pour des néophytes comme moi, ça veut dire quoi? C'est ma passion. C'est ma passion, la nymphe à vue. C'est-à-dire qu'en fait, je ne lance pas au hasard. J'attends pas au hasard. Je traque un poisson. J'essaye de trouver un poisson. Et ensuite, j'essaye de lui présenter ma mouche le plus naturellement possible. Donc je lance jamais au hasard. Je chasse un peu le poisson. J'essaye de longer, de trouver le bon angle pour bien voir le poisson et j'essaie de lui mettre dans son axe et que la nymphe, parce que ce sont des nymphes que j'utilise, descende doucement vers lui. Et généralement, s'il ne m'a pas entendu, si j'ai pas fait de bruit, il va manger tranquillement. Donc je vais voir le poisson en fait ouvrir la bouche dans l'eau. Oui, vous arrivez même à les voir. Vous avez des bonnes lunettes. Oui, j'ai des bonnes lunettes. J'ai des bons yeux et des bonnes lunettes. Les bons yeux, ça joue aussi pas mal. On est bien d'accord. Quelles sont les qualités qui font un bon pêcheur? Vous, qu'est-ce qui vous a permis de vous hisser au sommet comme ça? Je pense qu'il faut être quand même fort mentalement. Mentalement, la pêche, c'est difficile. Vous savez, les poissons, ils tirent très fort. Donc il faut respirer tranquillement, il faut prendre son temps. Voilà. Et puis, comme dans tous les sports, il faut être compétiteur dans l'âme. C'est-à-dire que quand on fait un poisson, il faut tout de suite se remettre en action pour essayer d'en chercher un autre. Donc c'est vraiment... Puis bon, là, on est en lac. La pêche en lac est un peu différente. En rivière, c'est encore beaucoup plus physique parce qu'on peut courir pour aller voir un poisson, on peut courir pour ramener le poisson à l'arbitre. Voilà, donc on est loin de l'image d'Épinal qu'on a du pêcheur qui attend. On voit que ça bouge quand même un petit peu. Voilà. Ici, la différence se fait parce que souvent, il faut lancer loin parce que tous les pêcheurs savent pêcher près du bord. Donc au bout d'un moment, les poissons vont partir, vont s'éloigner de plus en plus. Donc il va falloir lancer de plus en plus loin. Est-ce que vous faites un petit peu de formation, vous dispensez des conseils, j'imagine aussi de par votre expérience? Oui, j'ai longtemps animé une école de pêche au début. Là maintenant, je fais plutôt des stages pour des gens qui veulent se perfectionner en nymphe à vue. Puis moi j'ai horreur de pêcher tout seul. Donc c'est un plaisir d'emmener quelqu'un et puis de lui montrer la pêche en nymphe à vue parce que je trouve que la pêche en nymphe à vue c'est vraiment une technique. Il m'arrive quelquefois d'aller sur une rivière, de chercher un poisson pendant toute la journée et de ne pas mettre ma mouche dans l'eau parce que je n'en ai pas trouvé. Donc là, par exemple, je me suis un peu renseignée, j'avoue, vous proposez des stages en Slovaquie ou en Bosnie, je ne sais plus. En Bosnie, oui, je travaille avec une agence là, qui travaille en Bosnie et je vais encadrer, je vais montrer donc à des gens là, cet été, je vais leur montrer la pêche en nymphe à vue. Donc c'est chouette. Voilà. Alors vous qui avez, j'imagine, beaucoup voyagé aussi par la pêche, qu'est-ce que vous pensez de ce site? Le site, c'est le plus beau site de France. Ici, à Secours, on a le plus beau site de pêche à la mouche en lac de France. C'est l'équipe au maire, à la municipalité de Secours, et avec le secrétaire de mairie Jean-Louis Thomas, que je connais depuis 25 ans, on réussit à faire dans un village minuscule, un endroit où vous avez des Italiens, des Belges, des Luxembourgeois, il y a toute l'Europe de la pêche qui connaît Secours, parce que ce sont 2 plans d'eau qui sont vraiment magnifiques pour la pêche à la mouche. Donc dans ces moments-là, on est fiers d'être Vosgiens, j'imagine. Ah oui, là on est vraiment fiers de ce plan d'eau et fiers de voir tous ces gens qui viennent des 4 coins de l'Europe pour venir pêcher ici.
Super, merci Bertrand Jacquemin. Dites-moi, vous avez l'habitude du poisson, mais est-ce que vous connaissez la mulette perlière de la Vologne? Oui, la mulette, c'est un petit... petite moule d'eau douce. D'eau douce. Oui, parce que je suis originaire de Granges-sur-Vologne. Ah bah alors, vous donc êtes voilà, j'ai suivi. Et il y en a quelques-unes qui restent. Et, il faut d'ailleurs les préserver. Les protéger. Tout à fait. Ouais. On a fait un reportage, on va vous laisser le regarder, on se retrouve juste après. Merci. C'était un peu comme une chasse au trésor sur les traces d'un animal méconnu et disparu, la mulette perlière. Un colloque dans les Vosges réunissant des experts venus de France, mais aussi de Belgique et du Luxembourg, lui était consacré cette semaine. Experts qui ont cherché les meilleurs sites pour réintroduire cette moule d'eau douce. Son berceau historique, le ruisseau du Barbat, près du village de Laveline-du-Houx, et celui du Nenay, tous deux affluents de la Vologne, semblent propices à son retour. La mulette perlière fut prisée pendant des siècles. Une moule sur 1000 environ pouvait contenir une perle précieuse, mais la surpêche et plus tard la pollution allaient lui être fatales. En premier lieu, c'est le ramassage des perles. Évidemment, d'un point de vue historique, c'est là où il y a eu vraiment une hécatombe par rapport à cette espèce-là qui était la seule fournisseuse de perles au Moyen-Âge. Puis après, c'est une accumulation. C'est de la pollution diffuse agricole, c'est de la pollution diffuse domestique, c'est parfois des pollutions industrielles ponctuellement. Heureusement, on a encore quelques cours d'eau en France où il y en a encore pas mal et en Europe encore plus. Mais c'est vrai que dans certaines régions ou certains cours d'eau, elle a quasiment disparu et on est au bord de l'extinction sur le secteur des Vosges, malheureusement. Il ne resterait que 2 ou 3 spécimens seulement de mulette perlière dans les Vosges. L'espèce est protégée en France, dans notre département, grâce à des élevages, notamment dans le Finistère. La mulette pourrait être relâchée dans ce ruisseau, à condition à l'avenir que chaleur et sécheresse ne viennent compromettre sa réintroduction. Les mulettes, elles vivent pendant 60, 50, une centaine d'années parfois. Donc il faut attendre qu'elles soient suffisamment grandes pour pouvoir les relâcher. Et alors là, l'idée, c'est d'abord d'essayer sur des toutes petites, voir ce que ça donne, si elles survivent vraiment. On va essayer de faire justement, d'avoir cet aspect pédagogique auprès de la population, auprès des agriculteurs, eh bien, pour qu'on puisse d'une part préserver ce que l'on a et d'autre part peut-être éviter de faire des erreurs. Et ça n'a l'air de rien, mais cette moule fait partie du patrimoine de la vallée de la Vologne, vallée sur laquelle un documentaire est en cours de tournage, loin des clichés d'un célèbre fait divers qui lui a donné une triste renommée. Les perles des Vosges étaient connues et réputées dans toute la France et dans toute l'Europe, et étaient convoitées vraiment par les ducs de Lorraine. Donc ça me permettait de raconter une autre histoire plus belle aussi de cette région de la Vologne qui a l'histoire qu'on lui connaît, quoi. La mulette perlière valait bien un colloque. Sa réintroduction dans les Vosges pourrait avoir lieu d'ici 3 ans. Nous sommes de retour aux étangs de secours. Je suis cette fois avec Julien Lorquet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pêcheur à la mouche et vous nous venez de Belgique. Exactement, oui. Dans quel secteur alors? Du côté de Liège, près de la frontière allemande. D'accord. Alors ça vous fait combien de temps à peu près pour venir jusqu'ici? Presque 4 heures de route. Oui, donc c'est un déplacement qu'il faut être motivé quand même pour faire 4 heures de route. Mais c'est pas votre première fois au Master Kiro? Non, c'est la 3e fois que je participe au Master Kiro, mais sinon à Secours, je viens plusieurs fois l'année. Ah oui, d'accord, ouais. Alors justement, qu'est-ce qui vous séduit sur ce site, justement? Principalement la qualité de pêche. Ouais. Il y a peu d'endroits où on retrouve une telle qualité avec des beaux poissons en quantité et où on peut réellement s'amuser. Ok. Et alors là, comment s'annonce cette compétition pour le moment pour vous là? Elle s'annonce plutôt difficile. Par rapport à quoi alors? Expliquez-nous. Les poissons sont très tatillons et j'ai l'impression que les nouveaux qui ont été remis dans la semaine ne mordent pas encore très fort. Et oui, la pêche est vraiment compliquée. Alors comment expliquer ça finalement? Est-ce que c'est les conditions météo? Est-ce que c'est parce qu'il y a un petit peu de monde aussi ce week-end qui perturbe les poissons? Je pense que c'est le changement de temps, parce que du poisson il y en a énormément dans le lac, mais le fait que le vent passe au nord, ça joue sur l'activité des poissons. Alors vous pêchez uniquement à la mouche ou vous pratiquez plusieurs techniques? Presque exclusivement à la mouche. Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans la pêche à la mouche plus que les autres types de pêche? C'est principalement la recherche. Ouais. Tout le temps, trouver des nouvelles techniques, monter des mouches différentes et essayer de constamment se surpasser. Alors je rebondis sur le fait de monter des mouches parce qu'il me semble que vous faites des petites vidéos où vous expliquez. On peut trouver ça sur YouTube, le montage de la mouche. J'ai effectivement fait il y a quelques années des vidéos.
qu'on peut retrouver sur YouTube en tapant Julien Lorquet, mais elles sont plutôt anciennes, ça remonte quand même il y a quelques années. Mais parce que c'est finalement assez technique le montage d'une mouche, hein. Oui, ça dépend du modèle. On peut avoir des mouches très très simples à monter et néanmoins très efficaces, comme des mouches compliquées ou simplement pour le plaisir de faire des belles mouches pour le plaisir du montage sans spécialement pêcher avec. Très bien, merci Julien Lorquet d'avoir répondu à nos questions. Donc le Master Kiro, c'est tout le week-end. Là, on regarde les infos de la semaine. C'est très précisément ici, à la sortie d'Épinal, sur la route de Gérardmer, dans le quartier de la tranchée de Docelles, que devrait être implantée une antenne relais 5G. L'objectif a été rappelé par le maire spinalien jeudi soir lors d'une réunion publique. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la tranchée de Docelles et le secteur du Zéphin sont des zones blanches. Et voilà des années et des années que le sujet revient régulièrement. Mettre fin à une zone blanche pour les habitants, mais aussi pour les automobilistes qui perdent le signal durant quelques hectomètres à cet endroit. L'opérateur SFR, moyennant une redevance de quelques milliers d'euros par an au profit de la mairie, a prévu d'installer un mât de 44 mètres de hauteur, ce qui a suscité des inquiétudes de riverains qui ont créé un collectif et lancé une pétition contre cette installation. C'est le lieu choisi qui semblait poser problème, d'où cette réunion en présence de représentants de l'opérateur et de l'Agence nationale des fréquences. À l'issue de l'explication, seules 3 voix contre demeuraient. L'antenne devrait être dressée avant la fin de l'année. Il resterait alors 2 zones blanches sur le périmètre spinalien, à Uzéphin et au Vieux-Saint-Laurent. La démolition de l'ancienne résidence des Capucins a certes soulagé le paysage de la forteresse de Châtel-sur-Moselle, mais elle a eu un impact bien moins visible, la disparition de nichoirs à Martinets. La communauté d'agglomération d'Épinal et l'association Oiseaux Nature étaient ainsi sur place en début de semaine pour présenter leur partenariat. Les Martinets nichant toujours à l'endroit de leur naissance, le risque était qu'ils ne se reproduisent plus. L'agglomération a donc installé de nouveaux nichoirs pour un coût d'un peu plus de 8 000 €. Près de 2000 prises en charge par le service social pour près de 800 usagers à Épinal au cours de l'année 2024. Un chiffre conséquent qui fait écho aux besoins sociaux du territoire. Le CCAS, Centre communal d'action sociale, a organisé vendredi une matinée d'échanges et de rencontres avec les partenaires et associations concernées. Aujourd'hui, Épinal compte quelques 32 000 habitants et le taux de pauvreté s'élève à 23% contre 14% au niveau national. Parmi les missions principales du CCAS, l'accompagnement des usagers vers l'ouverture de leurs droits, l'aide au logement, mais aussi la remobilisation des bénéficiaires du RSA et l'accompagnement des aînés. La structure souhaite axer sur 4 points stratégiques pour les prochaines années. Repérer les fragilités, consolider ses procédures et faciliter l'accès aux droits, communiquer sur ses missions pour qu'elles soient plus connues et enfin partager en décloisonnant les services et en ouvrant le CCAS vers les partenaires locaux. Vous l'avez compris, c'est Master Kiro, c'est jusque dimanche fin d'après-midi. N'hésitez pas à venir faire un tour, même si vous ne pratiquez pas, c'est très joli à regarder et il y a vraiment des pointes de la discipline ici. Je vous dis à la semaine prochaine.